Je suis Audrey Rode, je suis UX UI designer et chef de projet digital. Et aujourd'hui, je travaille sur deux fronts. Je travaille sur tout le côté expérience utilisateur, tout ce qui est lié à offrir la meilleure expérience utilisateur sur des produits digitaux, mais également sur des produits physiques. Aujourd'hui, quand on parle de UX, UI designer, on a tendance à penser que voilà, c'est que pour les projets digitaux. Mais aujourd'hui, dans la vie, il y a tout qui est une tasse de café où tu vis. Ça veut dire que le design n'est pas uniquement tout ce qui est lié au digital et on verra ça dans la suite de la présentation. Donc, je vais juste revenir à ça pour la présentation. Je vais marcher. Bon. Avant de continuer, on va faire un peu un jeu pour mieux se connaître. Et ça, j'aurais besoin de tout le monde. Voilà. L'idée, c'est que on a des là que vous voyez à l'écran. L'idée, c'est de trouver tout de vous dans ça, là où vous êtes, si c'est dans une maison, et ça, de trouver un mot commençant par la lettre. On a ici cette lettre. Donc, on va commencer par la lettre. L'idée, c'est que tout le monde voilà, aura un mot ou quelque chose autour de lui commençant par la lettre A. Donc, je vais commencer par moi. Là, appareil photo. Et je vous laisse la parole les autres qui sont là. Voilà, les gens qui sont là, mais n'hésitez pas aussi à faire un tour par donc, lettre A. En fait, le jeu, c'est en plus de faire connaissance et interagir. Ils sont là. L'idée, c'est un peu commençant par la lettre. Et on va commencer par la lettre A. Donc, autour de vous, si vous avez un objet, un appareil, commençant par cette lettre. J'ai commencé par moi-même. Autour de moi ici, j'ai un appareil photo. C'est un objet commençant par la lettre A. Et vous, de votre côté aussi, vous allez faire pareil, en fait. La personne se présente, donne son prénom et dit l'objet ou le mot qui est à côté de lui là-bas. Merci. Oui. Pas le nom, pas un prénom, un objet autour de vous. Ouais. Oui. Bon, ok, d'accord, merci. Une autre personne? Ok, super. C'est qui? Ok. Avocat, c'est la nourriture, hein.
Ok. D'accord, 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 on y va. Ok, super, super. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le live, qui ne sont pas avec vous, si eux aussi peuvent participer rapidement? Je vois qu'il y a, ouais, je vois qu'il y a Estelle, il y a Adolphe, il y a Comlan, il y a Hans, coucou Hans. Ok. Donc, Comlan, ok. Je pense qu'on va aller sur la deuxième lettre rapidement, la lettre L. Moi, de mon côté, j'ai une lame. Ok. Ok. Ensuite, autre chose. Les lèvres, c'est pas un objet. Non, on peut pas considérer ça comme un objet. Non. Oui, Ludo, oui. Ok. Bon, on avance rapidement. La lettre T. Oui. Ok. Ok. Ah ouais, c'est super. La lettre P. Oui. P, P. En fond, c'est en anglais. Oui. Ok. Super. Donc, on va terminer par la lettre E. Oui. Oui. Le ventilo, c'est pas un éventail. Ensuite, ok,
Ok, super. Super, super. En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre participation. Ok, super. Je pense que vous êtes super inspiré là. En, en tout cas, euh, je pense qu'on va stopper là pour continuer. Merci à tous pour votre participation. Juste vous faire une remarque par rapport au petit jeu qu'on vient de faire. Vous avez remarqué qu'au début, c'était un peu plus difficile de trouver des mots ou des objets à côté de vous parce que voilà, le cerveau prend le temps d'assimiler quelque chose au fur et à mesure. Et vous avez vu qu'à partir de la lettre T, P et E, vous avez un peu plus d'interaction, plus de dynamisme et plus de créativité à trouver les mots. Donc, juste, c'est une méthode aussi pour stimuler le cerveau, aussi quand on parle de design, quand on parle de fait de penser, de travailler ensemble sur des projets. Donc, c'est là où on veut en venir. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant et on va parler de ce qui nous réunit aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais un peu faire un retour sur ce qu'on appelle le design. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, quand tu dis je fais du design, tu dis ah ouais, bon, je dessine, etc. Et il y a une citation de Steve Jobs que j'utilise souvent qui dit le design n'est pas juste ce qu'on voit et on ressent, mais le design, c'est comment ça marche. Et au-delà de Steve Jobs, on a également un autre monsieur, on va voir après, qui est un peu un des pionniers dans le domaine de tout ce qui est cette méthodologie de design thinking. On va voir après. Mais ce que je veux que vous retenez aujourd'hui, quand on parle de design, le design a trois dimensions. On a la dimension esthétique, on a la dimension, tout ce qui est lié à l'expérience de l'utilisateur, et on a la dimension industrialisable, c'est-à-dire tout ce qui est modèle économique, appropriation par les utilisateurs et tout ça. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, quand on parle de design, ce n'est pas que la beauté. Ce n'est pas faire de belles affiches, ce n'est pas faire de jolis écrans, ce n'est pas voilà, dessiner sur une tasse de café qui est beau et tout ça, mais il faut penser également le design au-delà de ça et qui rejoint également une deuxième dimension qui est l'expérience utilisateur et la troisième qui se rajoute qui est est-ce que ce design-là est reproductible? Est-ce que c'est un modèle économique durable? Est-ce que voilà, c'est quelque chose qui va durer dans le temps et qui va aider l'utilisateur? Donc, il faut savoir aujourd'hui qu'on design des images, des objets. Exemple d'objets qu'on design. Je donne toujours l'exemple de tasse de café. Je donne l'exemple également du téléphone. On design des interfaces. L'interface, par exemple, de l'application Google Meet. On design du son, des vidéos. Et on design également des espaces. Par exemple, vous êtes dans une salle de formation. La salle a été disposée d'une certaine manière, donc c'est le design. Et on a besoin de Photoshop, Illustrator pour venir dire, OK, on va dessiner, on va faire on va écrire tel thèse de cette manière. On design tout ça, mais également des systèmes. Donc, quand on parle de système, on parle souvent des entreprises, des administrations, des méthodologies qui sont mises en place pour pouvoir faciliter la vie de ces organisations ou la vie des collaborateurs d'une boîte. Donc, par exemple, je donne un exemple pour que ça soit plus clair. Aujourd'hui, vous êtes dans une entreprise, il y a une manière de traiter une nouvelle demande d'achat d'un de vos produits. Donc, ça, c'est un système. Donc, il y a tout un procédé. Donc, la manière dont tout ce process a été ficelé, on parle du design également. On design également des services. Donc, comment envoyer, par exemple, une lettre, comment faire des achats, par exemple, sur un site, comment recommander un hôtel. Et il y a plein de services qu'on design. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que
à la sortie de, voilà, de ce webinaire ou de cette formation, quand quelqu'un vous parle de design, vous n'allez pas systématiquement lui dire, OK, bon, ouais, tu fais des affiches, tu fais des visuels. Il faut savoir que le design fait partie intégrante dans nos vies de tous les jours. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions à me stopper au cas où. Ensuite, pour continuer dans le même principe, il y a Tim Brown qui est un peu le CEO, disons, l'un des CEO d'une boîte qui s'appelle IDEO. Donc, la boîte IDEO, c'est une boîte américaine qui est un peu loin, l'une des entreprises pionnières dans tout ce qui est design d'expérience, dans tout ce qui est design thinking. Et le gars, il nous dit, quand on parle de design thinking, littéralement en français, on va dire la pensée design, ça a pour mission de traduire des observations en informations, puis cette dernière en produits et services qui améliorent la vie des hommes. Donc, en gros, dans cette information, dans cette phrase que Tim nous dit, on a 3 mots-clés ou 4 mots-clés qui reviennent. Donc, on a le mot observation, on a le mot information, on a le mot produit ou service et on a le mot homme. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle de la pensée design, on va penser à ces 3 éléments. Donc, on va penser, on observe la vie de tous les jours des humains, on transforme ces observations en informations qu'on va traiter, et ces informations, après, nous permettent de créer des produits ou services qui vont faciliter la vie des hommes plus tard. On va rentrer dans le détail pour que vous compreniez mieux cette méthode-là, et en se basant sur les 3 thématiques que j'ai citées tout à l'heure. En gros, aujourd'hui, il y a ce schéma qui explique mieux ce qu'on appelle le design thinking. Aujourd'hui, il faut savoir juste que la pensée design est un prototype tendu. C'est que voilà, la technologie ou les données qu'on a à notre disposition, les solutions vont nous permettre de mieux répondre à ces besoins-là. Et ensuite, part au niveau du business pour dire, OK, est-ce que ce qu'on est en train de faire comme solution, ce qu'on est en train de proposer, c'est quelque chose qui va durer dans le temps et qui va être viable. Donc, en gros, la connexion de tous ces éléments-là, c'est-à-dire les humains, le business, la technologie, crée ce qu'on appelle de l'innovation d'expérience. Donc, en gros, cette innovation d'expérience, c'est un peu de satisfaire les besoins exprimés par les utilisateurs, hein, et également de voir dans quelle mesure ce besoin-là, on trouve une solution innovante à ce besoin. Je vais donner un exemple terre à terre pour que ça soit compréhensible pour tout le monde. Aujourd'hui, on dit à Lomé, les gens ont l'habitude de prendre du zèbre. C'est Tasimoto pour ceux qui voilà, qui sont pas à Lomé. Et la problématique des gens, c'est qu'ils ont bien envie
de ne pas se déplacer tout le temps, aller voilà, vers le goudron parce que voilà, ils habitent des zones reculées, mais ils ont besoin d'avoir un service à sugo, c'est-à-dire un service qui vient à eux, c'est-à-dire les mototaxis voilà, qui sont disponibles, où tu commandes, etc. Donc, il y a un besoin, donc le besoin d'avoir des chauffeurs ou des taxis motos à disposition. Ce besoin, combiné à la technologie en place, aujourd'hui nos téléphones, crée ce qu'on appelle la créativité. Ensuite, en termes de business, est-ce que ça apporte une valeur ajoutée à la boîte? Effectivement, parce que tant qu'il y aura beaucoup de gens qui vont venir utiliser un produit qu'on a créé qui leur permet de commander des taxis moto, l'entreprise va vivre et on aura l'argent, on fera le chiffre d'affaires qu'il faut. Donc, si on va à la suite de cet exemple-là, est-ce que vous avez aujourd'hui comme produit Gozem et d'autres qui sont sur le marché aujourd'hui? Ils sont basés sur une problématique, des désirs des utilisateurs. Ils ont vu la faisabilité et ils ont vu la viabilité du produit. Et sans vous mentir aujourd'hui, pourquoi Gozem tient dans le temps et va tenir encore dans le temps? Parce qu'il y a eu des recherches en amont, il y a eu des méthodologies, à l'instar du design thinking, qui ont été appliquées pour pouvoir trouver une idée innovante pour permettre à résoudre le problème de l'utilisateur clé. Un autre schéma un peu plus basique et simple, pour revenir plus léger que le schéma que je viens de vous expliquer. En gros, c'est la même chose. La, la désirabilité est centrée sur la personne. On a la viabilité, efficacité, performance. On a la faisabilité. Est-ce qu'on a la technologie qu'il faut? Est-ce qu'on a les ressources humaines qu'il faut? Et vous allez remarquer que quand on fait la combinaison entre désirabilité et viabilité, on a ce qu'on appelle l'empathie. En gros, l'empathie via l'utilisateur pour dire, ah, on comprend cette problématique. On croise la viabilité et la faisabilité. On a ce qu'on appelle la rationalité. En gros, on crée une solution partielle basée sur le processus. Et quand on vient au niveau de la désirabilité et la faisabilité, on a la créativité. Et là, on crée une solution partielle basée sur l'usage et non sur l'expérience. Et au milieu, on fusionne empathie, créativité, rationalité. On a ce qu'on appelle une solution idéale, ou soit un produit idéal qui répond réellement aux besoins de l'utilisateur final. Je ne sais pas si jusque-là, s'il y a des questions ou pas. Non, moi, je pense que ça peut aller. OK. Il y aura des questions là. OK. Donc, on va maintenant se concentrer sur chaque élément. Parce que vous n'êtes pas sans oublier que tout à l'heure, quand je parlais, j'ai parlé de 3 éléments clés. Donc, j'ai parlé de utilisateur, j'ai parlé de information, j'ai parlé de produit qui est là. Donc, il faut savoir que la méthode du design thinking, c'est une méthode qui est 100%, disons 1000% centrée sur l'utilisateur. Et comment ça se passe? On parle de l'empathie, c'est-à-dire on va se nourrir de connaissances auprès de l'utilisateur, voilà, comment ça se fait, comment vous faites d'habitude. On reste toujours dans l'exemple de moto-taxi. Comment est-ce que tu fais d'habitude, voilà, pour se rendre d'un point A à un point B? C'est quoi les soucis que tu rencontres? C'est quoi les frustrations? Donc, on se concentre sur l'utilisateur, on a de l'empathie pour l'utilisateur, on se fait profil bas, c'est-à-dire on parle de l'humilité, c'est-à-dire on ne va pas avec une casquette de OK, je connais déjà comment ça se passe, mais on va avec de l'écoute, on va avec un esprit critique
Pourquoi? Parce qu'il faudra qu'on distingue tout ce qui est savoir, corrélation, causalité. En gros, la première partie ou bien le point d'entrée de cette méthode, c'est que on passe par l'utilisateur et on comprend ce qui se passe dans sa tête, ce qui se passe dans son quotidien, parce que c'est ce qui va nous permettre après de pouvoir créer un produit qui répond à ses besoins. Donc, d'où ces trois éléments qu'on a vus tout à l'heure dans le schéma. Ensuite, on a la deuxième partie, donc qui est une méthode également, c'est une méthode également design. On parle design, on pense d'abord design. Et quand je dis penser design, ce n'est pas dessiner, faire des schémas, faire des dessins qui sont beaux. D'abord, c'est un état d'esprit. Et quand on parle d'état d'esprit, c'est dire, on parle d'être créatif, être expérimental. On pense design tout le temps, c'est-à-dire on rentre dans un processus, ok, comment on va faire ça, quelle est la solution, quelle sera la solution, la meilleure solution pour aider ces gens-là qui ont besoin d'avoir les motos, assis chez eux à la maison et tout ça. Est-ce que voilà, on va partir sur une application? Est-ce que c'est pas mieux de juste former les Z-man à mieux gérer leurs clients? En fait, il y a tout un tas d'idées qui vont venir. Donc, créativité. Et on rentre dans un processus agile qui permet de tester et de mettre en œuvre très rapidement des choses simples. Donc, on va tester des solutions. On se dit, OK, on fait ça, si ça marche, d'accord, on avance dans la méthodologie. Mais si ça coince, c'est que voilà, ça ne va pas, on change et on rentre dans un processus itératif de façon agile. Et le troisième élément clé, c'est une méthode pratique d'intelligence collective. Comme aujourd'hui, une seule personne ne peut pas s'asseoir pour dire, écoutez, moi, je vais appliquer cette méthodologie de A à Z parce que tu as besoin d'une intelligence collective, tu as besoin des cerveaux d'autres personnes aussi qui vont se poser des questions, vous allez vous poser des questions ensemble pour trouver des réponses ensemble. Pour créer des services ou des expériences, le mieux, c'est de demander l'avis de ces utilisateurs-là et de demander également l'avis des personnes. On parle souvent de parties prenantes de qui vous aident à pouvoir évaluer, pouvoir générer le masse d'idées. Et en gros, on dit 100% de l'équipe peut ou doit participer à la démarche pour améliorer son quotidien. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que on a la première étape, la porte d'entrée, une méthode centrée utilisateur. La deuxième porte qu'on franchit, c'est de penser design tout le temps. Et on a vu la définition du design au tout début, que ce n'est pas des dessins, mais ça va au-delà des dessins parce qu'on design des systèmes, on design des services. Et la troisième porte d'entrée, qui est la phase qui clôture, c'est un peu, il faut penser groupe, il ne faut pas penser individuel. Et on parle de pratique d'intelligence collective, de se dire, OK, on s'assoit avec des personnes, on génère des idées, on teste des idées et on voit si ces idées, ça marche, ça évolue et que ça change quelque chose. Donc ça, c'est les trois points clés. Maintenant, on va rentrer un peu dans cette démarche-là, la démarche du design thinking, parce que faut savoir que c'est une méthode où les gens, ils ont créé, disons, j'ai parlé du standard qui existe, de se dire, OK, aujourd'hui, si je veux innover ou bien je veux appliquer cette méthodologie dans un de mes projets sur une application, sur une activité que je fais, donc il y a plusieurs étapes où il y a plusieurs types de cette méthode qui existe de plusieurs formes. Mais la forme la plus connue, ça constitue 4 étapes. Donc, tu as 4 étapes pour passer de tout ce qui est identification d'une problématique commune à la mise en place d'une solution nouvelle et pertinente. Et je reste toujours dans mon exemple de Gozem. On est parti d'une problématique et la problématique, c'est que, écoutez, nous, on a besoin d'avoir des motos à la commande.
Donc, ils ont quitté cette problématique qui n'est pas une seule problématique qui a été observée parce qu'il y a eu plusieurs problématiques, mais ils se sont concentrés sur une seule problématique pour mettre en place une solution nouvelle et pertinente. Donc, la première étape, c'est une étape très cruciale dans cette méthode-là. Ça vous permet d'identifier une problématique. En gros, c'est une étape qui vous permet de définir une problématique et de la comprendre, mais pas de votre point de vue, mais du point de vue de la personne qui est concernée. La deuxième étape qui est aussi cruciale, c'est un peu l'étape où voilà, on fusionne toutes ces informations qu'on a recueillies pendant la phase d'identification de problèmes. On le remet, on imagine des solutions, on produit des idées pour pouvoir résoudre la problématique. Et on a cette troisième étape qui est l'étape de réaliser la solution. Donc, en gros, on a imaginé plusieurs solutions. On se dit, on fait une solution, on part sur une solution et on concrétise cette solution à travers, voilà, sous forme de prototypes, de produits physiques à aller tester auprès des utilisateurs et tout ça. Et la quatrième étape, si vous suivez depuis le début, on parle de la pérennisation de la solution qu'on a créée. Et on l'a vu dans le schéma un peu avec les cercles, où on a parlé de la solution. Est-ce que c'est une solution viable dans le temps? C'est un peu l'idée, c'est un peu que cette solution serve à d'autres personnes, directement à les personnes qui sont concernées par la solution, mais également à d'autres personnes ou à d'autres entreprises qui sont dans le même besoin pour dire, ah, ok, cette solution existe déjà. Est-ce que c'est quelque chose qui est ouvert, qui va nous permettre de ne pas perdre le temps à répéter la méthode qui a été déjà utilisée, mais à nous concentrer sur d'autres problématiques qui sont liées à cette solution-là. Ensuite, on a une autre forme également de cette démarche-là que beaucoup de gens aiment utiliser, que ce soit dans un projet de recherche, que ce soit dans un projet classique de gestion de projet. On parle de la méthode de design en double diamant. Donc, comme vous pouvez le remarquer sur l'écran, on a deux diamants qui sont là, qui sont collés. Et vous avez à chaque fois les 4 étapes qui sont là. On a l'étape de recherche qu'on n'a pas retrouvée de l'autre côté parce qu'on a parlé de problématiques. Mais à l'étape de problématique, pour aller rechercher des informations, faire des recherches, on va parler à des personnes pour pouvoir découvrir et définir ensemble c'est quoi le réel problème de l'utilisateur. Ensuite, on passe dans l'autre côté, le deuxième diamant qui est là, qui constitue 2 étapes clés. Donc, on parle de l'étape d'idéation et de solution. Idéation, c'est un peu de développer des solutions, des idées et tout ça. Et au niveau de la solution, une fois qu'on a un masse d'idées, on voit que ça monte, mais on redescend pour réaffiner, pour pouvoir sortir avec une solution clé qui, on pense que juste après les étapes d'idéation, va nous permettre de résoudre réellement le problème qu'on a déterminé ou qu'on a défini à ce niveau. Ensuite, il faut savoir qu'il existe plusieurs modèles de cette méthode-là. Vous aurez la présentation après pour pouvoir voir un peu à l'intérieur quels sont les différents modèles qui existent. Donc ici, moi, je vous ai mis 10 modèles qui sont là. Donc, vous retrouvez des phases qui sont cruciales. Et sur certains modèles, vous avez la première phase qui est divisée en 2. Par exemple, si je prends l'exemple ici, qui est un modèle de Stanford, de l'Institute of Design. Donc, vous avez l'étape empathie et define, donc qui constitue pour moi l'étape de recherche et de définition du problème. Vous avez l'étape d'idéation pour rechercher des solutions, des idées liées à cette problématique. Vous avez une étape de prototypage, de se dire, OK, bon, l'idée là qu'on a et tout,
on va tester, on va prototyper, on va mettre sur pied, on va aller voir les gens, on va leur demander, leur poser la question de savoir est-ce que ça marche. Et vous avez la dernière étape qui est un peu l'étape test, qui correspond dans le modèle classique à l'étape de viabilité et de pérennisation de votre solution, de votre produit. Donc ici, sur ce lien, vous avez pas mal de modèles. Donc, en fonction du type de projet que vous allez, sur lequel vous allez travailler, vous décidez d'utiliser un modèle en dépit de l'autre en fonction du temps que ça va vous prendre et en fonction de ce que vous voulez réellement comme réponse à votre solution. Ici, je vais revenir sur un autre exemple que j'aime beaucoup, l'exemple de Airbnb. J'ai donné l'exemple tout au long de la présentation de Gozem. J'ai donné un exemple extérieur, Airbnb, pour ceux qui le connaissent. C'est un peu l'application, la meilleure application pour les colocations en séjour, par exemple, je veux voyager, tout ça. En gros, quand la startup démarrait, Airbnb n'était pas ce qu'il est aujourd'hui parce que voilà, il y a eu plusieurs travaux en termes de design. Et quand je parle de design, je ne parle pas uniquement de beauté. Je parle de tout ce qui est service, tout ce qui est structuration, tout ce qui est recherche et tout ce qui est lié au développement organisationnel de la boîte. Et ici, au lancement, il y avait peu de personnes qui réservaient des séjours sur le site. Donc ça, c'était déjà une problématique qui a été définie. Donc on tape sur la problématique, on voit. Et qu'est-ce que les fondateurs, ils ont fait? Ils se sont dit, écoutez, on va adopter la méthode, la démarche du design thinking. Et cette demande-là va nous permettre de faire quoi? Cette demande va nous permettre de se glisser en guillemets dans la peau des clients potentiels, c'est-à-dire les gens qui vont venir réserver sur le site. Ce qui veut dire qu'on est à la première étape, donc l'étape numéro 1 de recherche et d'empathie. Voilà, on va se mettre dans la peau du client. Et le constat, c'était un peu, ils se sont rendus compte que les photos des biens qui sont proposés sur le site ne donnent pas envie de passer à l'action ou bien de réserver une maison sur le site. Donc, eux, ils ont pris de l'information, ils ont observé, ils se sont mis d'accord, ils ont pris les informations là. Maintenant, pour vérifier leurs hypothèses, à savoir la mauvaise qualité des photos, ils sont eux-mêmes partis, se sont eux-mêmes rendus sur place pour dire, OK, bon, on va aider les gens qui mettent leur annonce sur le site à prendre des photos, à prendre de belles photos. Donc, dans leur cas ici, ils n'ont pas créé un produit ou une application, par exemple, pour dire, OK, bon, écoutez, que les gens ne prennent pas bien la photo et tout ça, bon, on va créer une application qui va faire ce travail-là et tout ça. Non. Ils se sont dit, on va créer un service. Donc, ils ont déployé ce service-là, c'est le service de prise de photos. Et une fois encore, ça rejoint ce que je disais au début du fait que le design, ce n'est pas parce que on a telle problématique et que forcément, à la problématique, la solution, c'est une application. Ça peut être juste des choses qu'on bouge, ça peut être juste des choses qu'on modifie dans l'existant. Donc, eux, ils ont fait ce travail-là. Et aujourd'hui, pour ceux qui savent un peu l'histoire de Airbnb, c'est un peu le numéro 1 dans le monde en termes de tout ce qui est préservation de logement où tu ne dépenses pas beaucoup parce que voilà, j'ai ma chambre qui est là, j'ai 2 chambres, je veux louer une chambre. Donc, on a pu détecter dans leur histoire l'étape de problématique, l'étape d'idéation et de générer les idées. Et on a l'étape de solution qui est venue après souder tout ça pour créer aujourd'hui un site
qui est viable, qui tourne et qui permet de générer de l'argent, du chiffre d'affaires pour la boîte. Donc, avant de terminer, vous posez la question de savoir aujourd'hui, tu nous as défini un peu tout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça va apporter dans un projet, dans un business et tout. Pour savoir par un brief objectif, qu'est-ce que je veux réellement faire sur ce projet-là, mon projet consiste en quoi et tout. D'abord, avant de se dire, OK, voilà la méthode du design thinking que je vais utiliser, voilà le modèle que je vais utiliser là-dessus. Deuxième chose à savoir, c'est que souvent, on a l'habitude de dire, OK, le design thinking, c'est quoi la différence avec le brainstorming? Parce que le brainstorming, si vous vous souvenez, à une époque, c'était un peu le thème du moment où beaucoup de gens disent, ah, écoute, je vais faire du brainstorming. En fait, en gros, le brainstorming, je peux le faire toute seule. OK, je réfléchis, voilà, je vais regarder, aller trouver mes inspirations et tout ça. Mais le design thinking va au-delà de ça, où ça fait appel à des équipes qui sont pluridisciplinaires, qui jouent le rôle en quelque sorte des utilisateurs, afin de mieux comprendre c'est quoi leur problématique, qu'est-ce qu'ils vivent, c'est quoi leur frustration. Et c'est une étape vraiment cruciale pour rentrer dans la phase d'idéation, comme on a vu tout à l'heure. Et il faut toujours faire cette différence-là de se dire, OK, ce n'est pas une seule personne, mais c'est une équipe avec, quand on dit pluridisciplinaire, on prend un développeur d'un côté, on prend le gestionnaire de projet, on peut prendre même le comptable qui peut avoir des mots à dire, son mot à dire par rapport à la solution ou par rapport à des idées. Et une chose aussi qu'il faut retenir, c'est que quand on veut planifier un projet via cette méthode, on parle pas de, voilà, du diagramme de Gantt qu'on a l'habitude de faire quand on veut faire un projet où on fait un diagramme pour dire, ah, telle étape, on va le faire durant combien de temps et tout ça. En fait, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'itérations, il y a beaucoup d'allers-retours dans cette méthode-là. C'est que si une étape ne marche pas, on peut revenir à n'importe quel moment, retravailler sur cette étape-là et réavancer. Je donne un exemple simple où, par exemple, je me rends compte que la phase d'idéation, j'ai trouvé des idées, mais ces idées que j'ai trouvées, que j'ai testées auprès des utilisateurs, je me suis rendu compte que ça a créé d'autres problématiques ou d'autres frustrations. Ce qui veut dire que je reviens encore à l'étape numéro 1 pour dire, écoute, je vais faire une recherche, je vais poser des questions aux gens pour mieux comprendre. Mais, très important, c'est que pour tout projet, il faut toujours fixer des objectifs. Parce que si on ne fixe pas des objectifs, voilà, on peut avoir des résultats. On ne peut pas évaluer notre résultat par rapport à cette méthodologie. C'est qu'on utilise la méthode pour quoi? On utilise la méthode pour trouver une solution à tel problème. Voilà, OK, est-ce que voilà les objectifs qu'on veut atteindre? On veut qu'à la fin de ce webinaire ou à la fin de ce projet, on se retrouve à avoir créé une solution qui aide ou qui répond à une problématique donnée. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir là-dessus. Et autre avantage également que j'ai noté pour ceux qui ont, voilà, disons, des business qui ne sont pas forcément liés au digital, mais qui sont dans l'entrepreneuriat, l'agriculture, tout ce que vous voulez, quelle que soit la taille de votre entreprise aujourd'hui, faire recourir au design thinking, c'est s'assurer de véritables coups d'accélérateur pour vos projets et vos équipes. En gros, c'est quelque chose qui vous permet de gagner en temps et en argent parce qu'on donne la place à l'utilisateur, au collaborateur qui répond à nos questions. Ça crée également et renforce la cohésion d'équipe parce que voilà, vous favorisez les interactions entre différentes équipes pour pouvoir générer des idées qui vont permettre à la boîte d'évoluer.
On valorise également la compétence individuelle. Et moi, tient compte également de la réalité du marché, du terrain, et permet de mettre en place rapidement des tests, de rendre des innovations et changements très pertinents. Et pour finir avec ça, je donne toujours l'exemple de Gozem que j'ai donné au début. Les gens peuvent se dire, OK, après enquête ou après recherche, on se rend compte que, bon, la solution innovante, ce n'est pas de créer une application qui va faire ça, qui va faire ça, mais plutôt de former, par exemple, les Edman à mieux gérer leur business et à avoir un business rentable. Ça peut être ça. Donc, je pense que je suis presque arrivé à la fin. J'ai mis des ressources également dans la présentation que vous pourrez voir et je remercie Steven pour ça de Figma, a friend of Cotonou, qui m'a aidé à réajuster, à mettre en un seul endroit toutes ces ressources-là que je pourrais mettre à votre disposition. Donc, je vous remercie. N'hésitez pas, s'il y a des questions, je vous écoute. Merci. Je suis Audrey Rode, je suis UX UI designer et chef de projet digital. Et aujourd'hui, je travaille sur deux fronts. Je travaille sur tout le côté expérience utilisateur, tout ce qui est lié à offrir la meilleure expérience utilisateur sur des produits digitaux, mais également sur des produits physiques. Aujourd'hui, quand on parle de UX, UI designer, on a tendance à penser que voilà, c'est que pour les projets digitaux. Mais aujourd'hui, dans la vie, il y a tout qui est une tasse de café où tu vis. Ça veut dire que le design n'est pas uniquement tout ce qui est lié au digital et on verra ça dans la suite de la présentation. Donc, je vais juste revenir à ça pour voir la présentation. Je vais marcher. Bon. Avant de continuer, on va faire un peu un jeu pour mieux se connaître. Et ça, j'aurais besoin de tout le monde. Voilà. L'idée que on a des là que vous voyez à l'écran. L'idée, c'est de trouver tout de vous dans ça, là où vous êtes, si c'est dans une maison, de trouver un mot commençant par la lettre. On a ici cette lettre. Voilà. Donc, on va commencer par la lettre. L'idée, c'est que tout le monde voilà, aura un mot ou quelque chose autour de lui commençant par la lettre A. Donc, je vais commencer par moi. Là, appareil photo. Et je vous laisse la parole les autres qui sont là. Voilà, les gens qui sont là, mais n'hésitez pas aussi à faire un tour par donc, lettre A. En fait, le jeu, c'est en plus de faire connaissance et interagir. Ils sont là. L'idée, c'est un peu commençant par et on va commencer par la lettre A. Donc, autour de vous, si vous avez un objet, un appareil, commençant par cette lettre,
me- J'ai commencé par moi-même autour de moi ici. J'ai un appareil photo. Donc, c'est un objet commençant par la lettre A. Et vous, de votre côté aussi, vous allez faire pareil, au fait. La personne se présente, donne son prénom et dit l'objet ou le mot qui est à côté de lui là-bas. Merci. Oui. Pas le nom, pas un prénom, un objet autour de vous. Ouais. Oui. Bon, ok, d'accord, merci. Une autre personne? Ok, super. C'est qui? Ok. Avocat, c'est la nourriture, hein. Ok, d'accord, on y va. Ok, super, super. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le live, qui ne sont pas avec vous, si eux aussi peuvent participer rapidement? Je vois qu'il y a, ouais, je vois qu'il y a Estelle, il y a Adolphe, il y a Comlan, il y a Hans, coucou Hans. Ok. Donc, Comlan, ok. Je pense qu'on va aller sur la deuxième lettre rapidement, la lettre L. Euh, Moi, de mon côté, j'ai une lame. Ok. Ok. Ensuite, autre chose. Les lèvres, c'est pas un objet. Non, on peut pas considérer ça comme un objet. Non. Oui, Ludo, oui. Ok. Bon, on avance rapidement. La lettre T. Oui. Ok. Ok. Ah ouais, c'est super. La lettre P.
Oui. P, P. En phone, c'est en anglais? Oui. OK. Super. Donc, on va terminer par la lettre E. Oui. Oui. Le ventilo, c'est pas un éventail, hein. Ensuite, OK. OK, super. Super, super. En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre participation. OK, super. Je pense que vous êtes super inspiré là. En, en tout cas, euh, je pense on va stopper là pour continuer. Merci à tous pour votre participation. Juste vous faire une remarque par rapport au petit jeu qu'on vient de faire. Vous avez remarqué qu'au début, c'était un peu plus difficile de trouver des mots ou des objets à côté de vous parce que voilà, le cerveau prend le temps d'assimiler quelque chose au fur et à mesure. Et vous avez vu qu'à partir de la lettre T, P et E, vous avez un peu plus d'interaction, plus de dynamisme et plus de créativité à trouver les mots. Donc, juste, c'est une méthode aussi pour stimuler le cerveau, aussi quand on parle de design, quand on parle de fait de penser, de travailler ensemble sur des projets. Donc, c'est là où on veut en venir. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant et on va parler de ce qui nous réunit aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais un peu faire un retour sur ce qu'on appelle le design. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, quand tu dis je fais du design, tu dis ah ouais, bon, je dessine, etc. Et il y a une citation de Steve Jobs que j'utilise souvent qui dit le design n'est pas juste ce qu'on voit et on ressent, mais le design, c'est comment ça marche. Et au-delà de Steve Jobs, on a également un autre monsieur, on va voir après, qui est un peu un des pionniers dans le domaine de tout ce qui est cette méthodologie de design thinking. On va voir après. Mais ce que je veux que vous retenez aujourd'hui, quand on parle de design, le design a trois dimensions. On a la dimension esthétique, on a la dimension, tout ce qui est lié à l'expérience de l'utilisateur, et on a la dimension industrialisable, c'est-à-dire tout ce qui est modèle économique, appropriation par les utilisateurs et tout ça. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, quand on parle de design, ce n'est pas que la beauté. Ce n'est pas faire de belles affiches, ce n'est pas faire de jolis écrans, ce n'est pas voilà, dessiner sur une tasse de café qui est beau et tout ça, mais il faut penser également le design au-delà de ça et qui rejoint également une deuxième dimension qui est l'expérience utilisateur et la troisième qui se rajoute qui est est-ce que ce design-là est reproductible? Est-ce que c'est un modèle économique durable? Est-ce que voilà, c'est quelque chose qui va durer dans le temps et qui va aider l'utilisateur? Donc, il faut savoir aujourd'hui que on design des images
des objets, exemple d'objets qu'on design. Je donne toujours l'exemple de tasse de café. Je donne l'exemple également du téléphone. On design des interfaces, l'interface par exemple de l'application Google Meet. On design du son, des vidéos et on design également des espaces. Par exemple, vous êtes dans une salle de formation. La salle a été disposée d'une certaine manière, donc c'est le design. Et on a besoin de Photoshop, Illustrator pour venir dire, OK, on va dessiner, on va faire tel, on va écrire de cette manière. On design tout ça, mais également des systèmes. Donc, quand on parle de système, on parle souvent des entreprises, des administrations, des méthodologies qui sont mises en place pour pouvoir faciliter la vie de ces organisations ou la vie des collaborateurs d'une boîte. Donc, par exemple, je donne un exemple pour que ça soit plus clair. Aujourd'hui, vous êtes dans une entreprise, il y a une manière de traiter une nouvelle demande d'achat d'un de vos produits. Donc, ça, c'est un système. Donc, il y a tout un procédé. Donc, la manière dont tout ce process a été ficelé, on parle du design également. On design également des services. Donc, comment envoyer, par exemple, une lettre, comment faire des achats, par exemple, sur un site, comment recommander un hôtel, et il y a plein de services qu'on design. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que à la sortie voilà, de ce webinaire ou de cette formation, quand quelqu'un vous parle de design, vous n'allez pas systématiquement lui dire, OK, bon, ouais, tu fais des affiches, tu fais des visuels. Il faut savoir que le design fait partie intégrante dans nos vies de tous les jours. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions à me stopper au cas où. Ensuite, pour continuer dans le même principe, il y a Tim Brown qui est un peu le CEO, disons, l'un des CEO d'une boîte qui s'appelle IDEO. Donc, la boîte IDEO, c'est une boîte américaine qui est un peu loin, l'une des entreprises pionnières dans tout ce qui est design d'expérience, dans tout ce qui est design thinking. Et le gars, il nous dit, quand on parle de design thinking, littéralement en français, on va dire la pensée design. Ça a pour mission de traduire des observations en informations, puis cette dernière en produits et services qui améliorent la vie des hommes. Donc, en gros, dans cette information, dans cette phrase que Tim nous dit, on a 3 mots-clés ou 4 mots-clés qui reviennent. Donc, on a le mot observation, on a le mot information, on a le mot produit ou service, et on a le mot homme. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle de la pensée design, on va penser à ces 3 éléments. Donc, on va penser, on observe la vie de tous les jours des humains, on transforme ces observations en informations qu'on va traiter, et ces informations, après, nous permettent de créer des produits ou services qui vont faciliter la vie des hommes plus tard. On va rentrer dans le détail pour que vous compreniez mieux cette méthode-là, et en se basant sur les 3 thématiques que j'ai citées tout à l'heure. En gros, aujourd'hui, il y a ce schéma qui explique mieux ce qu'on appelle le design thinking. Aujourd'hui, il faut savoir juste que la pensée design est un prototype tendu, c'est que
voilà, la technologie ou les données qu'on a à notre disposition, les solutions vont nous permettre de mieux répondre à ces besoins-là. Et ensuite, part au niveau du business pour dire, OK, est-ce que ce qu'on est en train de faire comme solution, ce qu'on est en train de proposer, c'est quelque chose qui va durer dans le temps et qui va être viable. Donc, en gros, la connexion de tous ces éléments-là, c'est-à-dire les humains, le business, la technologie, crée ce qu'on appelle de l'innovation d'expérience. Donc, en gros, cette innovation d'expérience, c'est un peu de satisfaire les besoins exprimés par les utilisateurs, hein, et également de voir dans quelle mesure ce besoin-là, on trouve une solution innovante à ce besoin. Je vais donner un exemple terre à terre pour que ça soit compréhensible pour tout le monde. Aujourd'hui, on dit à Lomé, les gens ont l'habitude de prendre du zèbre. C'est Tasimoto pour ceux qui voilà, qui sont pas à Lomé. Et la problématique des gens, c'est qu'ils ont bien envie de ne pas se déplacer tout le temps, aller voilà, vers le goudron parce que voilà, ils habitent des zones reculées. Mais ils ont besoin d'avoir un service à Sugo, c'est-à-dire un service qui vient à eux, c'est-à-dire les mototaxis voilà, qui sont disponibles, où tu commandes, etc. Donc, il y a un besoin, donc le besoin d'avoir des chauffeurs ou des taxis motos à disposition. Ce besoin, combiné à la technologie en place, aujourd'hui nos téléphones, crée ce qu'on appelle la créativité. Ensuite, en termes de business, est-ce que ça apporte une valeur ajoutée à la boîte? Effectivement, parce que tant qu'il y aura beaucoup de gens qui vont venir utiliser un produit qu'on a créé qui leur permet de commander des taxis moto, l'entreprise va vivre et on aura l'argent, on fera le chiffre d'affaires qu'il faut. Donc, si on va à la suite de cet exemple-là, est-ce que vous avez aujourd'hui comme produit Godem et d'autres qui sont sur le marché aujourd'hui? Ils sont basés sur une problématique, des désirs des utilisateurs. Ils ont vu la faisabilité et ils ont vu la viabilité du produit. Et sans vous mentir aujourd'hui, pourquoi Gozem tient dans le temps et va tenir encore dans le temps? Parce que il y a eu des recherches en amont, il y a eu des méthodologies, à l'instar du design thinking, qui ont été appliquées pour pouvoir trouver une idée innovante pour permettre à résoudre le problème de l'utilisateur clé. Un autre schéma un peu plus basique et simple, pour revenir plus léger que le schéma que je viens de vous expliquer. En gros, c'est la même chose. La, la désirabilité est centrée sur la personne. On a la viabilité, efficacité, performance. On a la faisabilité. Est-ce qu'on a la technologie qu'il faut? Est-ce qu'on a les ressources humaines qu'il faut? Et vous allez remarquer que quand on fait la combinaison entre désirabilité et viabilité, on a ce qu'on appelle l'empathie. En gros, l'empathie via l'utilisateur pour dire, ah, on comprend cette problématique. On croise la viabilité et la faisabilité. On a ce qu'on appelle la rationalité. En gros, on crée une solution partielle basée sur le processus. Et quand on vient au niveau de la désirabilité et la faisabilité, on a la créativité. Et là, on crée une solution partielle basée sur l'usage et non sur l'expérience. Et au milieu, on fusionne empathie, créativité, rationalité. On a ce qu'on appelle une solution idéale, ou soit un produit idéal qui répond réellement aux besoins de l'utilisateur final. Je ne sais pas si jusque-là, s'il y a des questions ou pas.
Non, moi, je pense que ça peut aller. Ok. Il y aura, il y aura les questions là. Donc, fini. Ok. Donc, on va maintenant se concentrer sur chaque élément. Parce que vous n'êtes pas sans oublier que tout à l'heure, quand je parlais, j'ai parlé de trois éléments clés. Donc, j'ai parlé de utilisateur, j'ai parlé de information, j'ai parlé de produit qui est là. Donc, il faut savoir que la méthode du design thinking, c'est une méthode qui est 100%, disons 1000% centrée sur l'utilisateur. Et comment ça se passe? On parle de l'empathie, c'est-à-dire on va se nourrir de connaissances auprès de l'utilisateur, voilà, comment ça se fait, comment vous faites d'habitude. On reste toujours dans l'exemple de moto-taxi. Comment est-ce que tu fais d'habitude, voilà, pour se rendre d'un point A à un point B? C'est quoi les soucis que tu rencontres? C'est quoi les frustrations? Donc, on se concentre sur l'utilisateur, on a de l'empathie pour l'utilisateur, on se fait profil bas, c'est-à-dire on parle de l'humilité, c'est-à-dire on ne va pas avec une casquette de OK, je connais déjà comment ça se passe, mais on va avec de l'écoute, on va avec un esprit critique. Pourquoi? Parce qu'il faudra qu'on distingue tout ce qui est savoir, corrélation, causalité. En gros, la première partie ou bien le point d'entrée de cette méthode, c'est qu'on passe par l'utilisateur et on comprend ce qui se passe dans sa tête, ce qui se passe dans son quotidien, parce que c'est ce qui va nous permettre après de pouvoir créer un produit qui répond à ses besoins. Donc, d'où ces trois éléments qu'on a vus tout à l'heure dans le schéma. Ensuite, on a la deuxième partie, donc qui est une méthode également, c'est une méthode également design. On parle design, on pense d'abord design. Et quand je dis penser design, ce n'est pas dessiner, faire des schémas, faire des dessins qui sont beaux. D'abord, c'est un état d'esprit. Et quand on parle d'état d'esprit, c'est pour dire, on parle d'être créatif, être expérimental. On pense design tout le temps, c'est-à-dire on rentre dans un processus, OK, comment on va faire ça, quelle est la solution, quelle sera la solution, la meilleure solution pour aider ces gens-là qui ont besoin d'avoir les motos, assis chez eux à la maison et tout ça. Est-ce que voilà, on va partir sur une application? Est-ce que c'est pas mieux de juste former les Z-man à mieux gérer leurs clients? En fait, il y a tout un tas d'idées qui vont venir. Donc, créativité. Et on rentre dans un processus agile qui permet de tester et de mettre en œuvre très rapidement des choses simples. Donc, on va tester des solutions. On se dit, OK, on fait ça, si ça marche, d'accord, on avance dans la méthodologie. Mais si ça coince, c'est que voilà, ça ne va pas, on change et on rentre dans un processus itératif de façon agile. Et le troisième élément clé, c'est une méthode pratique d'intelligence collective. Comme aujourd'hui, une seule personne ne peut pas s'asseoir pour y écouter. Moi, je vais appliquer cette méthodologie de A à Z parce que tu as besoin d'une intelligence collective, tu as besoin des cerveaux d'autres personnes aussi qui vont se poser des questions. Vous allez vous poser des questions ensemble pour trouver des réponses ensemble. Pour créer des services ou des expériences, le mieux est de demander l'avis de ces utilisateurs-là et de demander également l'avis des personnes. On parle souvent de parties prenantes de qui vous aident à pouvoir évaluer, pouvoir générer le max d'idées. Et en gros, on dit 100% de l'équipe peut ou doit participer à la démarche pour améliorer son quotidien. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que on a la première étape, la porte d'entrée, une méthode centrée utilisateur. La deuxième porte qu'on franchit, c'est de penser design tout le temps. Et on a vu la définition du design au tout début, que ce n'est pas des dessins, mais ça va au-delà des dessins parce qu'on design des systèmes, on design des services. Et la troisième porte d'entrée, qui est la phase qui clôture, c'est un peu, il faut penser groupe.
faut pas penser individuel. Et on parle de pratique d'intelligence collective, de se dire, OK, on s'assoit avec des personnes, on génère des idées, on teste des idées et on voit si ces idées, ça marche, ça évolue et que ça change quelque chose. Donc ça, c'est les 3 points clés. Maintenant, on va rentrer un peu dans cette démarche-là, la démarche de design thinking, parce que faut savoir que c'est une méthode où les gens, ils ont créé, disons, je vais parler du standard qui existe, de se dire, OK, aujourd'hui, si je veux innover ou bien je veux appliquer cette méthodologie dans un de mes projets sur une application, sur une activité que je fais, donc il y a plusieurs étapes ou il y a plusieurs types de cette méthode qui existe de plusieurs formes. Mais la forme la plus connue, ça constitue 4 étapes. Donc, tu as 4 étapes pour passer de tout ce qui est identification d'une problématique commune à la mise en place d'une solution nouvelle et pertinente. Et je reste toujours dans mon exemple de Gozem. On est parti d'une problématique et la problématique, c'est que, écoutez, nous, on a besoin d'avoir des motos à la commande.